Bienvenue à tous. Ce soir, on va parler d'un thème très lié à l'entraînement, à savoir l'entraînement polarisé. Le live est en lien avec l'article que j'ai écrit dans le dernier numéro de Trimax Triathlon Magazine sur ce sujet. Donc c'est très axé entraînement, méthodologie d'entraînement, méthode de préparation. Comme d'hab, je vous rappelle le format, environ 10 minutes pour expliquer ce qu'est l'entraînement polarisé et rappeler les points essentiels qui sont dans l'article du mois. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, me ferai un plaisir de répondre à vos questions et c'est tout l'intérêt de ce live, c'est que vous pouvez poser vos questions, que ça ait un rapport direct avec le thème du jour ou un rapport un petit peu plus éloigné. Écoutez, on va démarrer. Vous êtes déjà un certain nombre en direct sur la page Facebook Trimax, donc c'est parti. Et puis pour ceux qui ne pourraient pas regarder ça en direct, bien sûr, il y a toujours la possibilité de regarder en replay. Alors, pourquoi adopter la méthode de l'entraînement polarisé? Alors déjà, il faut faire un petit rappel sur un peu les différentes familles d'entraînement dans les sports d'endurance. C'est vrai que globalement, on a trois types d'entraînement qui sont associés à trois zones d'entraînement un peu spécifiques. L'entraînement, je dirais, axé sur le volume et la basse intensité. Le principe consiste à enchaîner les heures d'entraînement en faisant beaucoup de volume, mais sans trop chercher à monter dans les tours. À l'opposé, vous avez l'entraînement de haute intensité avec donc, toutes les méthodes d'entraînement par intervalle, je dirais, qui se situent au niveau de votre puissance maximale aérobie ou au-dessus. Et puis entre les deux, il y a l'entraînement au seuil. Et ces trois manières de s'entraîner, bien sûr, on va en tirer la quintessence en les combinant et en les, mixant judicieusement en fonction des périodes et en fonction, bien sûr, aussi de ses objectifs. Alors, le plus récemment est apparue la méthode de l'entraînement polarisé, qui repose en fait sur je dirais un petit peu une loi dont vous avez déjà entendu parler, qui est la loi de Pareto, à savoir que on est sur une répartition 80% 20%. Alors 80% d'entraînement qui est fait à basse intensité et 20% à très haute intensité. Et dans cette méthode d'entraînement polarisé, on oublie un petit peu, en particulier dans les phases de préparation générale, préparation orientée, donc avant la période de compétition, on oublie un peu l'entraînement au seuil qui, selon moi, génère beaucoup de fatigue et assez peu de résultats. Le problème, je dirais, que moi je constate régulièrement, c'est que beaucoup de sportifs d'endurance, qu'ils soient triathlètes, cyclistes, coureurs à pied, ont tendance à s'entraîner un petit peu toujours dans cette zone intermédiaire, la zone du seuil. C'est-à-dire voilà, on chausse ses baskets ou on monte sur son vélo, on s'échauffe 5-10 minutes et hop, après c'est parti, on pousse, on pousse, on pousse. Et aujourd'hui, les applications comme notamment Strava ou autres ont tendance à inciter à toujours essayer de battre ses records, à rouler plus vite. Et donc, quand on s'entraîne comme ça, rapidement on plafonne et à plus ou moins longue échéance, on régresse, on se blesse, on a en tout cas un niveau physiologique qui diminue. Donc la méthode d'entraînement polarisé, elle va à l'encontre de ça. Elle vise à, je dirais, alterner les séances d'entraînement à très basse intensité, où on va donc rouler tranquillement, courir tranquillement, nager tranquillement, et des séances par contre beaucoup plus intensives, où là on va augmenter ses capacités physiologiques, notamment sa VO2 max, sa puissance maximale aérobie, sa tolérance au lactate, etc. Voilà. Et aujourd'hui, il semblerait, selon les dernières études scientifiques en vogue, selon aussi les méthodes employées par les athlètes de haut niveau, il semblerait que ce soit la méthode qui produise les meilleurs résultats pour le triathlète lambda. Polariser son entraînement, oublier un petit peu
la zone d'entraînement au seuil qui correspond un petit peu à l'allure course, et pour se focaliser sur une zone de fondation à basse intensité et puis une zone à haute intensité. Alors, on va faire un petit rappel sur ce qu'est un entraînement à basse intensité et ce qu'est un entraînement à haute intensité. Concernant la première catégorie, je suis en train d'écrire un article sur le sujet qui paraîtra dans le prochain Trimax, mais je vais déjà dévoiler quelques informations. Donc l'entraînement à basse intensité, et je dirais même à très basse intensité, c'est un entraînement où on est en totale aisance respiratoire tout le temps. Donc c'est des séances qui ont en fait plein d'avantages, qui permettent d'améliorer la capillarisation musculaire, qui permettent d'améliorer le volume d'éjection systolique au niveau cardiaque, donc le débit cardiaque, donc la VO2 max. C'est des séances qui permettent de renforcer gentiment les articulations, les muscles. Et puis c'est une méthode qui, quand on s'entraîne à basse intensité, qui génère finalement assez peu de fatigue, donc on peut se permettre d'enchaîner les séances. Voilà, donc ça c'est la première partie, c'est ce qui va constituer un petit peu les fondations de votre entraînement hebdomadaire. Et puis la deuxième partie, c'est des séances à très haute intensité, où là on va aller dans des zones d'effort, dans des intensités d'effort où on va rarement. Donc c'est des zones qui sont au-dessus de l'allure course, et c'est des zones qui s'approchent de la VO2 max et de la puissance maximale aérobie, qui vont vous permettre d'améliorer votre potentiel, d'améliorer votre physiologie sur le plan de l'oxygénation et de la production d'effort maximal. Donc voilà, la combinaison des deux permet d'avoir les meilleurs résultats selon les méthodes en vogue, et permettent aussi de prévenir les blessures, de prévenir je dirais la monotonie de l'entraînement, et au final de progresser peut-être plus efficacement, de prendre plus de plaisir à l'entraînement et d'être dans une forme optimale le jour de ses objectifs. Alors comment on caractérise des séances à très basse intensité et des séances à haute intensité? Alors vous avez plusieurs manières de quantifier l'intensité. C'est vrai que la manière peut-être la plus simple pour la majorité des athlètes, c'est la fréquence cardiaque. Donc la basse intensité, c'est des intensités qui se situent en dessous du premier seuil ventilatoire pour ceux qui ont fait un test d'effort. Donc généralement, ça se situe à 65, 70, 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Voilà, en termes de puissance, ça dépend beaucoup du niveau, mais généralement on est sur des niveaux de l'ordre de 60% de VO2 max, 60% de la puissance maximale aérobie. A l'inverse, la haute intensité, on est au-dessus du deuxième seuil ventilatoire, donc on est dans la zone rouge, et on va essayer d'y rester le plus longtemps possible pour maximiser les effets physiologiques. Donc cette zone, elle se situe entre 90 et 100% de la fréquence cardiaque maximale, et en termes de puissance, on est à plus ou moins 100-120% de sa puissance maximale aérobie ou de sa vitesse maximale aérobie. C'est valable pour les trois sports. Donc bien entendu, il faut essayer de quantifier au mieux ces intensités-là, et pour faire très simple, si vous n'avez pas l'occasion de faire de tests, si vous n'êtes pas équipé ni en cardiofréquence-mètre ni en capteur de puissance, il y a les sensations. La très basse intensité, comme je l'ai dit, c'est des intensités où on est en totale aisance respiratoire, on peut discuter, on a pas mal aux muscles, au moins pendant les 2 premières heures. Et puis, voilà, donc c'est un effort facile, voilà, qu'on peut tenir longtemps. Et la très haute intensité, forcément, on est en hyperventilation rapide, soudaine, et la douleur musculaire s'accroît très vite. Voilà, en fonction bien sûr un petit peu de l'intensité de l'effort maximal. Alors, moi j'ai souvent la question, comment on quantifie ça? Alors vous pouvez bien sûr quantifier le temps en utilisant une application style Garmin Connect ou autre, pour quantifier le temps passé dans chaque zone. C'est assez efficace, mais ça n'est pas très représentatif de toutes les séances de très haute intensité, et notamment de sprint ou de musculation un peu lourde, où vous faites de la qualité, vous faites de la haute intensité, mais votre fréquence cardiaque va très peu monter, ou en tout cas pas de manière très représentative de l'intensité d'effort.
La deuxième manière, c'est de la quantifier, bien sûr, en calculant le travail fourni, notamment à vélo avec les watts. Et puis, bien sûr, il y a après la méthode un peu plus empirique, que moi, non pas que je recommande, mais qui a en tout cas un bon témoin, c'est en fait l'esprit de la séance et le nombre de séances que vous faites. Donc si, pour un triathlète qui s'entraînerait de manière relativement soutenue en vue de la saison 2020, ça représenterait par exemple 4 séances dans la semaine qui sont faites à basse intensité, donc un footing, une séance natation technique, une séance vélo en mode balade, petit braquet, et éventuellement un deuxième footing à jeun, plutôt tranquille. Et puis bien sûr le complément de ces 4 séances plutôt tranquilles, ça serait 2 séances de haute intensité, une en natation et une en course à pied. Voilà, donc ça, globalement, ça vous fera un peu une répartition, comme je l'évoquais, sachant que sur les séances de haute intensité, on n'est pas du début à la fin en haute intensité, on a une phase d'échauffement qui, elle, va se faire à très basse intensité, une phase de retour au calme, pareil, et entre les deux, on casse des séries à haute intensité. Voilà, donc grosso modo un peu les points les plus intéressants à évoquer sur cette méthode. Bien entendu, quand on va s'approcher de la période de compétition, déjà on va faire des compétitions, donc on va faire des efforts dans cette intensité intermédiaire à l'allure course. Et puis, bien entendu, c'est judicieux de caser quelques séances spécifiques où on va s'entraîner à une allure proche de l'allure course. Voilà, donc plus on s'approche de la période de compétition, en période de compétition, moins l'entraînement est polarisé, puisqu'en fait on va travailler un petit peu toutes les filières et toutes les zones. Alors voilà, si vous voulez plus d'informations, allez voir dans le dernier Trimax si vous n'avez pas encore lu l'article. Vous y trouverez des éléments complémentaires, 2-3 références scientifiques, et j'espère que ça vous fera vous apportera quelques idées de séances pour vos prochaines séances d'entraînement. Alors maintenant on va passer à la deuxième partie, donc comme d'habitude les questions. Alors Sébastien nous dit basse intensité mais plus longue en durée. Ah oui, effectivement, l'idée effectivement sur ces séances de volume à basse intensité, c'est de faire des séances plutôt longues qui vont permettre de maximiser les adaptations au niveau de la capillarisation musculaire, au niveau cardiaque, au niveau métabolique, dans l'utilisation notamment des lipides. Donc généralement quand on fait des séances à basse intensité, soit c'est des séances courtes qu'on fait à jeun par exemple, soit c'est des séances plus longues et notamment à vélo où on ne va pas hésiter à rouler 3-4 heures plutôt tranquillement, plutôt avec des jambes du même niveau pour rester dans la zone et pas trop s'enflammer à monter au-dessus de cette zone d'endurance de base. Alors bien entendu, c'est l'esprit, rien n'empêche pendant la séance de faire 2-3 petits sprints, 2-3 petites relances, et voilà, il faut garder l'esprit en tête. Et moi je suis plutôt partisan de, même dans une séance de basse intensité, de ne pas hésiter à rajouter par exemple des petites accélérations à puissance maximale pour ce qui est du vélo, ou des petits sprints à pied. C'est toujours intéressant parce que ça varie un peu le travail et ce sera de toute manière plus efficace que de rester à une allure constante du début à la fin. Voilà, donc qui dit entraînement à basse intensité dit durée, et aujourd'hui les athlètes de haut niveau, que ce soit en triathlon ou dans des sports classiques du triathlon, la natation, la course à pied, le vélo, de toute manière à haut niveau font un gros volume d'entraînement, et ce gros volume, ils ne peuvent pas le faire en permanence en étant en mode contre la montre. Donc il y a toujours des variations d'allure d'une séance à l'autre, d'un jour à l'autre, et chaque séance a des thèmes bien précis pour optimiser le travail et la progression. Alors Thibaut nous demande, est-ce qu'on peut faire le 20-80 sur une séance? Exemple,
fractionné avec un long footing en introduction. Alors, en matière d'entraînement, clairement, tout est possible. Par contre, je dirais que ce genre de séance où on fait une longue phase d'échauffement et ensuite on fait du fractionné, ça peut rapidement devenir des séances assez lourdes et il faut faire très attention à ne pas les multiplier dans la semaine. Donc si on fait ça, c'est une fois dans la semaine et pas plus parce que à l'inverse vous risquez de vous griller. Maintenant, l'entraînement d'un triathlète doit être individuel et si vous n'avez pas trop la possibilité de multiplier les séances pendant la semaine du fait de votre travail, du fait de vos obligations familiales, et voilà, des fois il vaut mieux tout concentrer sur une séance plutôt que de se contenter de faire la basse intensité une fois par semaine. Donc voilà, tout dépend du contexte, des objectifs, du cadre d'entraînement, de la disponibilité que l'on a pour caser ce type de travail. Voilà, maintenant quand on a une disponibilité qui permet de s'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine ou plus, c'est intéressant de bien isoler quand même les séances et de faire certains jours de la basse intensité, certains jours de la haute intensité. Ça permet de maximiser les délais de récupération d'une séance à l'autre et donc d'optimiser la charge d'entraînement. Puisque, in fine, l'enjeu pour les athlètes comme pour les entraîneurs, c'est, je dirais, d'appliquer la bonne dose de travail. Voilà, tout est une histoire de dose. Si on en fait trop, rapidement on est en surmenage, voire en surentraînement. Si on n'en fait pas assez, on se prive d'une progression. Donc il faut arriver à trouver la juste charge d'entraînement et c'est probablement l'enjeu le plus complexe. Alors Sébastien nous dit, suite à sa question préalable, tout à fait d'accord, en plus on évite les blessures. Effectivement, même si l'entraînement à haute intensité ou à l'entraînement au seuil permet potentiellement d'avoir des gains un petit peu plus rapides, le risque est plus élevé, notamment à pied, notamment en natation. Donc voilà, le fait d'avoir une grosse base d'entraînement à très basse intensité, ça permet d'avoir des fondations solides et d'éviter les blessures musculo-articulaires, d'éviter le surmenage, d'éviter plein d'embûches. Et comme je le répétais tout à l'heure en introduction, je vois beaucoup d'athlètes, soit que je croise, soit qui viennent nous consulter chez WTS pour des préparations, qui s'entraînent de manière très monotone et en fait poussent, je dirais, un petit peu au maximum de leur capacité de seuil d'allure à chaque séance. Voilà. Et ça, c'est très peu efficace et ça génère des blessures, de l'ennui, de la régression et voilà. Donc il y a des principes de base à respecter et la polarisation fait partie un petit peu des principes de base parce que ça rejoint un peu le principe d'entraînement d'alternance entre l'entraînement et la récupération et bien sûr la surcharge. Ok, alors déjà merci pour toutes ces questions. J'espère que ce sujet vous est clair. C'est pas forcément un sujet simple à mettre en œuvre parce que il faut arriver à bien comprendre quelles sont ces intensités personnelles d'entraînement. Quand est-ce qu'on est en endurance de base, quand est-ce qu'on est à l'allure seuil, quand est-ce qu'on est à PMA, quand est-ce qu'on est à Pmax quand on fait des sprints. Et ça, voilà, quand on débute un peu en triathlon, qu'on n'a pas énormément d'expérience, on a des fois du mal à identifier dans quelle zone on est. Donc il faut faire des tests, que ce soit en laboratoire, sur le terrain, il faut se faire conseiller, il faut utiliser les bons outils, que ce soit en termes de carte de fréquence mètre, capteur de puissance, sensation personnelle, pour arriver à savoir à chaque instant dans quelle zone on est et sur quelle intensité de travail on est. Ok, alors encore une question. Kevin nous dit l'alimentation et l'entraînement.
Alors, la question n'est pas très précise, mais effectivement, il y a un lien étroit entre l'alimentation et l'entraînement. Qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Je peux dire que ça a beaucoup évolué ces dernières années. Euh, Moi, dans ma pratique au quotidien de coach, j'intègre de plus en plus. Je dirais que le point le plus important, c'est que il ne faut pas hésiter à manger. Voilà, parce que quand on est en déficit calorique, on ne peut pas tenir très longtemps. Donc, à partir du moment où votre entraînement devient très régulier, un peu soutenu, il ne faut pas hésiter à s'alimenter. De toute manière, la régulation du poids et plus spécifiquement de la composition corporelle, elle va se faire petit à petit. Et si jamais vous avez du mal à réguler ça de manière efficace, il ne faut pas hésiter à se faire conseiller par une diététicienne, un nutritionniste du sport ou un entraîneur qui a des compétences en la matière. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que globalement, il ne faut pas trop se mettre en déficit calorique, il faut s'entraîner, il faut s'alimenter avant, pendant et après les séances en globalement. Et plus la charge d'entraînement augmente, et plus on va avoir des besoins caloriques conséquents. Et si on ne les couvre pas, on s'expose à une multitude de problèmes qui, in fine, se traduisent par du surmenage, du surentraînement, des troubles physiologiques divers et variés. Voilà, donc c'est juste du bon sens, mais il est bon de le rappeler. Ok, alors pas de questions pour le moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce sujet? Eh ben, écoutez, là, voilà, on est un peu au début de l'année, mois de février. On est en pleine période de préparation physique générale pour beaucoup d'athlètes qui vont avoir des objectifs au printemps, cet été. Donc c'est un bon moment pour augmenter gentiment, progressivement la charge d'entraînement en restant sur un travail de fondation. Donc la fondation, c'est de l'entraînement à très basse intensité et quelques petites séances à haute intensité, notamment des séances de sprint, des séances de renforcement musculaire ou de musculation. On peut commencer un petit peu à inclure, si on a des objectifs précoces, des séances d'intervalle training un petit peu plus poussées. Voilà. Attention à ne pas accélérer trop vite dans votre charge d'entraînement, sinon vous allez avoir du mal à tenir la saison. Sébastien nous dit: que peux-tu conseiller en récupération musculaire après une longue sortie? Exemple aujourd'hui, 5 heures de vélo sur le parcours du triathlon de Cannes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en récupération après une sortie? Il y a plein de choses. Les bases de la récupération après l'entraînement, ça reste ce que vous allez manger, donc votre nutrition. Donc il faut s'alimenter tout de suite, apporter suffisamment de glucides et de protéines pour les glucides régénérer les réserves de glycogène, les protéines contribuer à la synthèse musculaire, à la récupération musculaire. Je rappelle que les apports quotidiens de protéines, y compris sur un athlète qui s'entraîne régulièrement, sont de l'ordre de 1,5 à 1,8 g de protéines pures par kilo de poids corporel et par jour. Donc pas besoin de se gaver de protéines, ça ne sert à rien. Juste prévoir ce qu'il faut en quantité adaptée. Voilà, s'alimenter, s'hydrater bien entendu, c'est complémentaire. Faire une petite sieste, s'étirer, faire un peu d'électrostimulation en mode capillarisation, récupération active, dormir, bien entendu, je l'ai déjà dit avec la sieste. Et puis après, il y a d'autres méthodes potentiellement plus complexes, se faire masser ou s'auto-masser, faire une séance de cryothérapie. Voilà, il y a une multitude de méthodes à disposition. Mais il ne faut pas oublier les bases: s'alimenter tout de suite après la séance, s'alimenter, s'hydrater et dormir. Parce que déjà, si vous couvrez ces deux points, si vous les respectez bien, vous avez, je dirais, 80% de la récupération va être faite, 80-90% même, avec la nutrition et le sommeil. Après, le reste, c'est du bonus
si vous avez le temps de le mettre en place. Alors, Sébastien nous dit « Dis bonjour à Choupi Waf ». Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est dit. Donc, merci Sébastien pour tous ces commentaires et bravo pour la sieste. C'est probablement l'une des méthodes les plus efficaces pour récupérer. Le sommeil est fondamental et trop de personnes, trop d'athlètes négligent un petit peu leur quantité de sommeil, ce qui nuit globalement à leur progression à moyen long terme et ce qui peut aussi faire le lit de problèmes physiologiques divers et variés. Donc voilà, très important le sommeil. Ok, alors il est 19h30, je vais prendre encore une ou deux questions s'il y en a, et puis on en aura terminé pour ce live sur l'entraînement polarisé. Donc bonsoir Simon, j'imagine que Simon a une question, j'attends qu'elle apparaisse pour y répondre. Alors j'en profite pour rappeler que si vous avez besoin de poser d'autres questions, ou si vous cherchez des conseils plus personnalisés, n'hésitez pas à me contacter via Trimax, soit par mail, soit par la page Facebook. Il n'y a aucun souci et je prendrai le temps d'y répondre. Alors, effectivement, il y a des commentaires sur effectivement qu'il faut trouver le temps pour tout ça, mais la récupération, c'est la clé de votre progression et sans récupération optimale, peu importe l'entraînement que vous fassiez, à un moment ou à un autre, ça va coincer si vous négligez la récupération. Donc vous devez penser à votre récupération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et effectivement, il faut trouver le temps, mais c'est aussi une histoire d'organisation, c'est aussi une histoire de priorité. Voilà, une petite sieste, des fois il vaut peut-être mieux raccourcir un peu sa séance d'entraînement et pour faire une petite sieste juste après, avant de partir travailler ou partir pour d'autres activités, plutôt que de pousser au maximum la séance jusqu'à la dernière seconde et derrière négliger tout ce qui est en rapport avec la récupération. Je pense que c'est du bon sens et si vous ne le faites pas et que vous multipliez je dirais des séances poussées jusqu'à la dernière seconde et en négligeant un peu la récupération, sommeil, nutrition, ça va coincer à un moment ou à un autre. Alors Laurent nous demande quel temps de sommeil nous conseilles-tu? Alors c'est très individuel, mais c'est vrai que globalement, pour une majorité d'athlètes qui s'entraînent régulièrement, la durée de sommeil, elle va se situer aux alentours de 7-8 heures je dirais par 24 heures. Donc, alors certains dorment moins, d'autres plus, mais il faut essayer de maximiser ça. Voilà, c'est super important. Et les athlètes de haut niveau, généralement, dorment beaucoup parce que pour eux, c'est la seule manière de récupérer et d'encaisser des charges d'entraînement souvent très importantes. Simon nous dit « Bonjour, peut-on planifier ce type d'entraînement sur du plus ou moins long terme sous forme de bloc d'entraînement ?» Donc effectivement, oui, on peut planifier ce type d'entraînement sur du plus ou moins long terme, mais globalement, je dirais que à chaque cycle, de toute façon, il faut avoir une fondation de basse intensité. Vous n'allez pas faire par exemple un mois de mars que à basse intensité dans les 3 sports et puis un mois d'avril où vous allez faire de l'intervalle training et uniquement de l'intervalle training en natation, en vélo, course à pied. Donc il faut mixer et il faut faire des choix stratégiques cycle après cycle, bloc après bloc en rapport avec vos points forts et vos points faibles. Mais l'entraînement à basse intensité, déjà, vous allez le retrouver à chaque séance dans les phases d'échauffement et de récupération, de décontraction en fin de séance. Et puis, vous allez le retrouver sur des séances plus spécifiques, par exemple d'entraînement à jeun, par exemple d'entraînement longue distance. Voilà, donc je suis plus pour
mixer hein, la basse intensité, la haute intensité, chaque semaine et dans chaque bloc. Mais voilà, peut-être que la haute intensité, à certains mois, vous allez la privilégier plutôt en natation, et, parce que vous avez besoin de progresser. Peut-être que le mois d'après, vous allez relâcher un peu la natation pour plus mettre l'accent sur la haute intensité en course à pied, et ainsi de suite. Donc après, c'est des choix d'entraînement, et c'est vrai qu'avec le triathlon, il y en a une multitude, parce qu'on a 3 sports, et chaque athlète a ses points forts, ses points faibles, voilà. Mais il faut garder en mémoire que globalement, on essaye de renforcer ou d'améliorer un peu les points forts pendant la période de préparation hivernale, en intersaison, et qu'on va essayer de faire rendre ces points forts encore plus forts à l'approche de la période de compétition ou pendant la période de compétition. Ok, donc écoutez, merci pour toutes ces questions. Elles sont toujours intéressantes parce que voilà, l'entraînement c'est complexe, c'est à la croisée de la science et de l'art, comme je dis. Ça nécessite de l'expérience, ça nécessite à la fois quand on est athlète, mais aussi quand on est entraîneur. Il faut arriver à identifier les besoins du sportif, lui proposer la bonne charge d'entraînement, la bonne répartition d'entraînement, tout ça en fonction chez WTS. Moi, c'est ce que je fais tous les jours avec mes athlètes. Et j'en profite pour faire un petit bonjour à Julien qui nous regarde depuis le Costa Rica. Voilà, donc la complexité de l'entraînement, c'est aussi ce qui rend le process intéressant, c'est qu'il y a une multitude de paramètres, une multitude de possibilités, et il n'y a pas une seule ligne directrice pour préparer par exemple un Ironman. Il y a plusieurs possibilités entre le début de la préparation et le jour J. Le tout, c'est de trouver le chemin qui convient le mieux à l'athlète voilà, par rapport à ce qu'il caractérise. Voilà, et donc dans ce contexte, l'entraînement polarisé, c'est une méthode, une manière d'organiser l'entraînement qui conviendra à une majorité d'athlètes et qui permettra d'avoir les gains les plus intéressants en quelques mois d'entraînement. Et ça, c'est valable chez les athlètes, je dirais, débutants, mais surtout, c'est aussi chez des athlètes de haut niveau. Voilà, donc c'est l'expérience de terrain qui le montre, et c'est aussi la science, puisqu'aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui sont parues ces dernières années et qui montrent très clairement l'intérêt de mixer les types d'entraînement. Et voilà, donc il y a plein de possibilités. C'est une science en évolution, et j'essaie de vous tenir au courant des dernières évolutions au cours de ces lives. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Entraînez-vous bien cette semaine, préparez bien vos objectifs, et puis rendez-vous le mois prochain dans un prochain live. À bientôt.